I hate to say it, I hope I don't sound ridiculous, but that man is not disappointing you because he's a Scorpio, honey. He's disappointing you because he's a man. Je suis douée d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire. Gustave Flaubert. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie. C'est un trait de caractère qui touche environ 20% de la population. S'il y en a de plus en plus et si vous avez l'impression qu'autour de vous, beaucoup de personnes vous disent « j'ai découvert que j'étais hypersensible », déjà peut-être que c'est au même titre que d'autres troubles, comme le trouble du déficit de l'attention, comme les zèbres, les hauts potentiels. Au final, des notions plutôt récentes en psychologie. Il y a 50 ans, c'est des notions qu'on ne connaissait pas, sur lesquelles on n'avait pas en tout cas placé de termes précis et sur lesquels on n'avait pas vraiment fait de recherche. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité à travers l'astrologie puisque je me suis intéressée à ce sujet. Mais d'abord, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Donc c'est un très haut niveau de sensibilité aux stimuli externes, un traitement cognitif des données sensorielles plus profond et une forte réactivité émotionnelle. Donc ça veut dire des sens plus développés, des réactions plus intenses aux informations sensorielles, une grande empathie, une sensibilité aux stimuli très subtils de l'environnement, des choses que les autres ne peuvent pas percevoir, que ce soit émotionnel, sensoriel, relationnel, à beaucoup de niveaux en fait. Au-delà de la sensibilité au sens où on peut l'entendre de manière assez random de nos jours, l'hypersensibilité, c'est avant tout, enfin je pense que s'il y a un sentiment commun que ont connu toutes les personnes hypersensibles, notamment dans l'enfance et bien évidemment aussi à l'âge adulte, c'est avant tout un sentiment de se sentir en décalage, d'être inadapté depuis son plus jeune âge, de ne pas réussir à rentrer dans les cases. Je parle surtout dans le milieu professionnel ou concernant le relationnel, dans les groupes, de ne pas être à sa place jamais. Il y a aussi un grand sens de la justice, surtout de l'injustice, des révoltes et des crises intérieures pour des choses qui peuvent paraître anecdotiques ou insignifiantes pour les autres, un besoin vital de se protéger du monde extérieur, une grande empathie, une grande curiosité, une grande intuition, un monde intérieur très intense, très profond, une intolérance au stress, au bruit, aux lumières, une fatigue, un épuisement lorsqu'on a été trop stimulé, qu'on a trop parlé, qu'on a trop écouté, qu'on a trop travaillé. Typiquement, le fait de prendre les transports, par exemple, peut être traumatique pour un hypersensible. Le bruit, les agressions extérieures, le fait de voir quelqu'un dans le besoin faire la manche, pour peu que vous preniez le RER B ou la ligne 9 en heure de pointe tous les jours, c'est le burn-out assuré. Donc parfois aussi un sentiment d'associabilité qui vient avec. Je sais que moi c'est quelque chose que j'ai ressenti. Je comprenais pas pourquoi, une fois sur deux, j'avais pas envie d'aller à telle soirée ou d'aller voir telle personne que pourtant j'adore. Mais aussi c'est parce que je prenais pas conscience du fait que dans ma journée, dans ma semaine, j'avais déjà reçu tellement de stimuli que j'avais plus la force. Et ça n'a rien à voir avec la personne que je dois voir. Et c'est très incompris, du coup, par les autres, surtout quand t'arrives pas encore à le formuler, ni même à te l'expliquer à toi-même. Puisque la vie d'un hypersensible, c'est aussi de réagir à des stimuli que personne d'autre ne voit ou ne ressent. Alors, quand je dis personne, c'est les personnes qui ne sont pas dans l'hypersensibilité. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir avec l'hypersensibilité, c'est que, au-delà d'un surplus d'émotivité et de réceptivité, au sens où on peut l'entendre communément, c'est vraiment des réactions purement physiques. Moi, par exemple, pendant toutes ces années, je me croyais pas hypersensible parce que je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. J'ai jamais vraiment beaucoup pleuré. Ça m'arrive de pleurer comme tout le monde, mais je connais des gens qui pleurent très très souvent. Enfin, je me
sentais en fait du coup pas concernée par ce terme et je m'étais naïvement, bêtement, jamais renseignée vraiment dessus. Puisque je me disais, mais je pleure pas, donc pourquoi je suis évidemment pas hypersensible, puisque pour moi, l'hypersensibilité, ce terme-là, ce mot, me fait penser à une fragilité et à des larmes, de choses que je n'estimais pas être ni fragiles, ni lacrymales. Alors que c'est pas nécessairement le cas. De manière physique et pratique, par exemple, déjà, j'ai la phobie du dentiste. Les lumières, les bruits dans la bouche, la douleur sont des choses insupportables pour moi. Insupportables. Je sais que c'est agréable pour personne, mais pour moi, c'est vraiment insupportable au stade où j'en ai développé une phobie, où j'ai pas voulu aller chez le dentiste pendant des années. J'ai très peur, vraiment très très peur. Autre anecdote, il y a plus de 12 ans, je crois, la première fois que je suis allée au Maroc, j'ai fait un malaise dans un marché d'épices à Marrakech parce que j'avais respiré du curry. Et pour moi, c'était trop. En fait, pour mon corps, c'était trop. Ou encore, dans des choses du quotidien, je sais que les bruits de bouche de quelqu'un, pour moi, c'est insupportable et ça m'incommode tellement que je suis obligée de réagir physiquement ou de le verbaliser. Alors que je suis quelqu'un de très poli, qui a été élevé pour être discrète, ne pas froisser la personne en face. Je sais que c'est des choses vraiment que je ne supporte pas au point où je suis obligée de le dire, ou de partir, ou de montrer mon agacement. Ou encore la sensation que mon cerveau et mes yeux vont exploser le soir quand il y a trop de lumière dans la pièce ou trop de bruit. Le fait que voir trop de gens, ça m'épuise, même des amis proches. Quand j'ai trop vu de gens dans la semaine, trop parlé, trop écouté, il y a un moment où j'arrive à saturation et je suis épuisée. Ou encore, dernière chose, on m'a dit toute ma vie que j'exagérais tout. Et que j'étais toujours dans l'exagération, que je prenais les choses beaucoup trop à cœur. Quand je décrivais une expérience négative, par exemple, c'était toujours dans les extrêmes. Et moi, par contre, j'avais pas du tout la sensation d'exagérer. J'avais juste l'impression de décrire ce que je ressentais. Et même que les mots manquaient pour montrer à quel point ça avait été violent, fort pour moi, dans le positif comme dans le négatif. Voilà, pour un résumé en fait de l'hypersensibilité telle que moi je la vis, c'est très très déculpabilisant en fait de découvrir et de mettre un mot sur ces choses-là. Et j'imagine que c'est la même chose pour d'autres types de. Donc là c'est un trait de personnalité, mais même des troubles en fait, parce que on va pas se mentir, c'est évidemment que ça crée des troubles. Enfin moi en tout cas chez moi ça crée des troubles de l'humeur, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Enfin ça crée des complications dans la vie. C'est pas juste un truc cool et c'est compliqué à gérer. Et donc le fait de mettre un mot, c'est tellement déculpabilisant. Et c'est pour ça que si autour de vous, si déjà vous reconnaissez dans des choses que je viens de raconter, voire dans toutes les choses que je viens de raconter, c'est qu'il y a de fortes chances que vous aussi vous soyez hypersensible. Et d'ailleurs pour info, moi je pense être un seuil assez élevé d'hypersensibilité, mais il y a plusieurs seuils, donc on n'est pas obligé d'être au max du max et de cocher toutes les cases. Et on s'en fout en fait des gens qui vont dire mais tout le monde est hypersensible, tout le monde est hyper empathique, tout le monde est au potentiel, tout le monde est trouble de l'attention, etc. C'est une mode, je sais pas quoi. On s'en fout en fait à partir du moment où vous ça vous fait du bien et ça vous déculpabilise de savoir que vous avez des problèmes dans votre vie, des problèmes comportementaux, relationnels, professionnels depuis toujours qui vous bloquent et qui sont incontrôlables, sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Le jour où vous mettez un mot dessus, c'est juste le soulagement le plus total. Et ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas le comprendre. Pour me renseigner au mieux sur l'hypersensibilité, j'ai lu le bouquin qu'on va forcément te recommander si tu es hypersensible. Ce bouquin, c'est Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter, de Helen Aron. Et cette nana, qui est psychothérapeute et chercheuse en psychologie, elle-même hypersensible, elle a mené pas mal de recherches sur l'hypersensibilité et elle soutient quelque chose qui revient très souvent. C'est que l'HPS serait génétique, héréditaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'études pour le prouver vraiment à ce stade. Il n'y a pas de recherche qui atteste de ça. Mais globalement, ce serait quelque chose que, en tant que parent, on lègue à ses enfants. Moi, dans mon cas, ça se vérifie. Ma mère est hypersensible, je le sais depuis toujours.
Mais mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, ne l'est pas. Donc déjà, bonne nouvelle, c'est pas systématique. Cependant, mon frère, lui, il a la lune en Capricorne. Et moi, j'ai la lune en Scorpion. La lune en Capricorne, c'est une lune de terre. La terre, c'est son élément. C'est le signe le plus pragmatique du zodiaque, le plus terre à terre. Donc la lune, qui est l'émotivité, la sensibilité, la lune qui, pour rappel, est le Cancer, associé au signe du Cancer. Dans le signe du Capricorne, en termes d'émotivité, de réceptivité, elle est vraiment pas au max. Elle est même au minimum. C'est antinomique. Le Cancer et le Capricorne sont opposés. Donc c'est complètement à l'opposé. Ces énergies se comprennent et se complètent, mais sont hyper différentes. Et moi, ma lune, qui est en Scorpion, est dans un signe d'eau. Elle est dans le même élément que la lune cancérienne. Bref, je vous raconte ça parce que je me suis bien sûr intéressée à comment on peut trouver des traces de l'hypersensibilité dans un chart natal, et mes recherches m'ont instantanément menée vers la lune. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut fouiller. La lune, c'est le rêve, c'est l'âme. La lune, c'est le reflet de notre monde intérieur. C'est comment on reçoit les émotions. C'est le subconscient, c'est le monde souterrain, c'est nos parts d'ombre. C'est tout ce qu'il y a de plus sensible en nous. C'est l'eau. Dans mon entourage proche, je connais plusieurs personnes hypersensibles et j'ai regardé tous ces thèmes, j'ai mené ma petite enquête. Le premier truc, du coup, pour parler de sensibilité en astrologie, c'est la présence en masse dans un thème de l'élément de l'eau. Cet élément qui est rattaché donc à la lune. Donc un soleil en signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Un ascendant en signe d'eau, la lune, évidemment. Voilà, soleil, ascendant, lune dans un signe d'eau, voire une triplette en signe d'eau, voire un duo en signe d'eau, voire juste simplement une présence d'eau dans ce triptyque. Soleil, lune, ascendant, déjà ça parle de sensibilité. C'est forcément quelqu'un de sensible, qui va être très réceptif, très émotif. Après, évidemment, on regarde les dominantes. Si la lune est dominante et si c'est une lune d'eau, là c'est jackpot pour la sensibilité, voire pour l'hypersensibilité. Mais en tout cas, au-delà d'un soleil, parce que je pense pas que tous les soleils, Scorpion, Poisson, Cancer, soient hypersensibles. C'est pas si simple que ça. Évidemment, c'est des personnes très sensibles, puisque les propriétés même de ces signes-là sont des propriétés déjà mystiques, en ce qui concerne surtout le Poisson, réceptive, le Scorpion, maternelle et très sensible, le Cancer, enfin... Donc c'est l'essence même de la sensibilité, ce sont ces signes d'eau. Donc dans un soleil d'eau, évidemment, on va être quelqu'un de sensible. Mais très souvent, la lune de l'hypersensible, elle va se trouver dans un signe d'eau. Mais pas forcément systématiquement, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, et c'est très important. Donc la lune en Cancer, la lune en Poisson, la lune en Scorpion, c'est voilà une grande réceptivité, une grande sensibilité. C'est des antennes incroyables. C'est avec elle, en fait, qu'on reçoit les choses. La lune, c'est comment on ingère les choses. C'est via elle que l'on reçoit les choses et que l'on les transforme ensuite en nous. Donc, la lune dans un signe d'eau, mais pas que. Une lune de feu, par exemple, dans une maison d'eau. Donc, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en astrologie, les maisons qui font le tour du cadran, de la numéro 1 qui est votre ascendant à la numéro 12, correspondent au signe du zodiaque. La 1 c'est le bélier, la 2 c'est le taureau, la 12 c'est le poisson. Voilà. Évidemment, selon la place de votre ascendant, dans chaque thème, les maisons c'est un autre signe, etc. Mais de manière symbolique, chaque maison est rattachée à un signe. Et donc les maisons d'eau, c'est la maison 12, le 12 c'est le poisson, la maison 8 c'est le scorpion, et la maison 4, la 4 c'est le cancer. J'ai 2 exemples d'hypersensibles de mon entourage qui ont la lune en bélier. Donc la lune en bélier, si vous connaissez, c'est une lune de feu. C'est une lune qui est genre hyper combative, très agressive, qui voilà, hein, elle est là. C'est vraiment pas le grand sensible du zodiaque a priori. Mais ces 2 personnes sont hypersensibles, très fortement. Dans les 2 cas, l'une a la lune en maison 12 et l'autre dans la maison 4, avec un amas planétaire dans ces 2 maisons. Donc l'importance de la lune dans le thème pour parler d'hypersensibilité, pour moi du coup, lune d'eau dans maison d'eau, c'est le combo gagnant super fort. Pour autant, ce n'est pas parce que vous trouvez une lune d'eau dans une maison d'eau dans un chart que la personne est obligatoirement hypersensible. De toute
tout à l'heure, je vous disais que je vous parlais de ma mère et je vous disais que mon frère était lune en Capricorne et que j'étais lune en Scorpion et que lui n'était pas hypersensible et n'avait pas hérité de ça. Là où moi, oui. En fait, parce que la lune, c'est aussi, selon le type d'astrologie pratiquée, etc., il y a des nuances, mais la lune en astrologie, c'est aussi comment tu perçois, ou tu as perçu, ou tu as vécu ton enfance, et notamment ta mère. Le signe dans lequel se trouve la lune. Donc par exemple, une lune en Cancer, tu as vécu avec une mère très protectrice, très aimante, une maman gâteau, mais un peu trop étouffante, à l'image du Cancer, très proche, très étouffante, mais très présente et incroyable. Si tu as la lune en Scorpion, l'enfance souvent a été vécue de manière très intense au niveau des émotions. Un climat en fait qui n'était pas propice à la joie chez l'enfant. En tout cas, tout ce qui était familial, tout était un peu lourd, quoi. Mais c'est très difficile d'en parler parce que ça dépend vraiment de l'histoire personnelle de chacun. Mais en fait, tout ça pour vous dire que le signe dans lequel se trouve la lune dans votre charte, au-delà de parler de vous, parle aussi de comment vous avez vécu votre enfance et parle aussi de votre mère par extension. C'est pas parce que t'as la lune en Scorpion que ta mère est Scorpion. Ta mère peut être un putain de soleil, ta mère peut être lion ascendant balance. Mais toi, il y a des choses qui auront fait que dans cette relation, dans cette enfance, tu auras vécu les choses sous cette espèce d'ambiance très scorpionne, très plutonienne, qui va pas très bien avec l'enfance, en fait. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'était aussi pour ça que je vous parlais d'hérédité, en fait, au tout début, puisque j'ai pris l'hypersensibilité de ma mère. Mon frère a la lune en Capricorne, et lui, il l'a pas prise. J'ai beaucoup parlé de l'eau dans le thème et de ces signes d'eau et des maisons d'eau, etc., etc. Mais j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas autre chose comme aspect qui revenait, d'aspects en tout cas qui sont très parlants, pour parler d'une grande sensibilité. Je pense que pour parler de sensibilité, on peut s'interroger sur Neptune aussi. Parce que Neptune, sa symbolique, c'est la spiritualité, c'est l'imagination, c'est aussi la planète de l'illusion. C'est la planète qui maîtrise le poisson. Donc ça en dit long, en fait, sur Neptune. Tout comme voilà, la Lune et le Cancer. Le Neptune maîtrise le poisson et maîtrise la maison 12. Et Neptune, elle symbolise l'idéalisme, l'imagination. Elle évoque le monde spirituel. Elle parle de tout ce que la science ne peut pas expliquer. C'est vraiment cette maison 12, quoi. Elle a les propriétés du poisson, elle a les propriétés de l'eau, c'est-à-dire qu'elle nettoie, elle purifie et elle peut renforcer très fort certains aspects d'un signe selon où elle se déplace dans le thème. Mais elle peut aussi être trouble. Et donc elle peut, par exemple, si mal aspectée, elle peut désillusionner, elle peut donner de mauvaises... comment dire ? Une personne avec un Neptune mal aspecté, ça peut donner des personnes, par exemple, qui vont avoir des problèmes d'addiction. On regarde beaucoup la Lune et Neptune pour les problèmes d'addiction, pour ce genre de choses, parce que c'est une planète qui peut rendre très vulnérable aux déceptions, aux addictions. Elle peut brouiller, flouter la perception d'une personne si elle est mal aspectée. Voilà. Mais Neptune, en tout cas, symbolise l'inconscient et n'a rien à voir avec la réalité. Au contraire. Du coup, pour parler de sensibilité ou d'hypersensibilité, ça peut être intéressant de regarder Neptune et les aspects de Neptune aux planètes personnelles. La Lune, le Soleil, donc de luminaire en l'occurrence, mais aussi Mars, Vénus par exemple, Vénus opposition Neptune, c'est un aspect de désillusion potentielle, pas de désillusion, on se trompe dans les relations par exemple, on ne voit pas, on est brouillé. En fait, il y a un flou artistique devant nos yeux par rapport aux relations. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal d'aspects comme ça de Neptune qui peuvent, quand Neptune est mal aspecté dans le thème, ou alors, je dis mal aspecté, mais c'est pas forcément mal, en fait. C'est juste
des aspects challengeants, comme je préfère dire. Mais voilà, quand Neptune est en aspect challengeant avec des planètes personnelles, je pense que ça peut vraiment provoquer une grande sensibilité, et j'aime pas trop dire ça, mais plus une même fragilité en fait. Bref, un point faible à un endroit sensible. Voilà. Je pense aussi à Vénus en Poisson, en maison 12, en maison 8 ou en maison 4, qui, voilà, Vénus, quand même une planète d'amour, une planète bénéfique, qui rend très sensible à la beauté, etc. Et donc, Vénus, planète de la beauté, dans maison 12, 8, 4, peut rendre beaucoup plus sensible, du coup, aux choses ésotériques, mystiques, à l'intensité, à la famille, à l'inconscient, enfin, toutes ces choses-là. Tous les domaines dont ces maisons parlent. Aussi Jupiter en maison 12, par exemple, qui peut apporter une expansion au subconscient, planète de l'expansion. Dans cette maison 12 neptunienne du Poisson, qui parle de l'inconscient, de l'isolement, mais aussi d'ésotérisme, en fait, en quelque sorte. Ça peut être intéressant, du coup, de regarder ce placement. Toutes les planètes en maison 12 et en maison 4, globalement. Le signe du Cancer ou du Poisson dans des maisons angulaires, Neptune connecté à des planètes personnelles, mais aussi Neptune connecté aux angles. Important de regarder les angles. Les angles en astrologie, donc sur le cadran, donc l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel. C'est toutes les planètes qui y sont accolées sont des planètes instantanément dominantes. La Lune en maison 1, dominante. La Lune en maison 4, la Lune en maison 8, la Lune en maison 10, dominante également, et la Lune en maison 12, 4, 8, 12 étant les maisons d'eau, vous avez compris. Ça peut aussi être la Lune et Neptune dans une position vulnérable. Voilà, aspect vulnérable. Donc l'une et l'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'opposent, qui peut mener à une sensibilité exacerbée, je pense. Et j'ai envie de m'éloigner 30 secondes de toute cette eau-là, de toute cette lune, de toute cette Neptune, ces maisons d'eau, machin, Cancer, Poisson, Scorpion. Parce que, est-ce qu'on s'intéresserait pas aussi aux signes féminins, les signes de yin, qui sont aussi des signes très réceptifs? Par exemple, la Vierge. La Vierge, c'est hyper intéressant. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai au moins 2 Vierges hypersensibles. Et la Vierge, c'est vrai que c'est pas le signe de la sensibilité à première vue. Signe de terre, donc pratique, machin. On est dans un truc de construction. On est loin de la sensibilité. On est loin de l'eau. Et d'ailleurs, voilà. On est même à l'opposé de ces valeurs-là, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un signe qui est super psychique, la Vierge, par exemple. Mais d'une manière logique, en effet. Mais elle a aussi tendance à vivre énormément sur ses nerfs. La Vierge, c'est Mercure, c'est le mental, c'est les nerfs, c'est c'est l'esprit. Et c'est un signe qui est très nerveux. Ce qui peut conduire à une surstimulation ou à une surcharge, en fait. Et puis même les Vierges, c'est des personnes qui s'inquiètent trop, qui s'inquiètent de tout, qui s'inquiètent des autres en permanence. Donc forcément, ça peut conduire à une sensibilité très forte, en fait, et à un épuisement des nerfs qui va vous rendre très sensible. C'est une sensibilité qui est différente de celle du Scorpion, qui est dans l'intensité, de celle du Poisson, qui est dans une forme de mysticisme et qui est peut-être le plus sensible, en fait. Le Poisson, c'est peut-être le signe le plus sensible. Et le Cancer, lui, c'est une émotivité très forte. La Vierge, par exemple, voilà, c'est complètement différent, c'est autre chose, mais pour autant, c'est une sensibilité et c'est un psychisme très fort. Et c'est un épuisement des nerfs, quoi. Mais c'est peut-être moins réceptif de manière innée que genre le Scorpion, mais pour autant, c'est très réceptif parce que la Vierge, elle est tout le temps en train de checker ce que tu fais, elle est tout le temps en train de s'inquiéter. Et puis pareil, tu vois, j'étais un peu sur des forums qui parlaient donc d'hypersensibilité. Et en fait, il y avait plein de gens qui disaient « Mais moi, je suis Lune en Verseau. » Mais il y en avait vraiment beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que le Verseau, c'est vraiment le signe qui dit genre « Moi, je suis pas sensible, je suis genre insensible, me parle même pas de sentiments, je déteste ça, ne me colle pas, va-t'en, je suis indépendant, je suis froid, je suis distant. » Sauf que lui aussi, c'est un signe positif et c'est un signe qui est réceptif. Donc en fait, l'idée, in fine, c'est pas forcément de dire tel placement, tel aspect me rend plus sensible que les autres, etc. Mais c'est plutôt de se dire je suis très sensible et ma carte du ciel va me montrer quelle forme de sensibilité je suis, à quelle forme de sensibilité je suis le plus réactif, à quoi je réagis, quelle est ma sensibilité, quelle est ma
ma spécificité en fait. Au final, moi, j'ai pris la question au départ en me disant tiens, et si je regardais dans les thèmes autour de moi, et si j'étudiais en quoi l'astrologie peut nous parler d'hypersensibilité, en quoi un chart natal peut nous parler de ça. Et en fait, après avoir m'être renseignée, après avoir fait mes recherches, ma conclusion c'est plutôt que on est tous sensibles. Chaque signe est sensible. Je connais des Capricornes hypersensibles. Donc c'est pas genre ma carte du ciel va me dire si oui ou non je suis sensible. Parce qu'on est tous des êtres sensibles. En vrai, on a tous du Neptune dans notre thème. On a tous du poisson dans notre thème. Même si t'as pas des poissons, des planètes en poisson. Le poisson, il est quelque part dans ta charte et il veut dire quelque chose de toi. Donc on a tous une sensibilité. Et ce qui est intéressant de se demander en astrologie, c'est non pas suis-je hypersensible et puis-je le voir dans ma charte, parce que je pense sincèrement que non. Vraiment, c'est ma conclusion aujourd'hui. Mais dans quoi suis-je sensible ? Quelle est ma sensibilité ? Quelle est ma part de vulnérabilité aussi, et où sont mes antennes, et où est-ce que je peux aller plus profond que les autres ? Et ça, c'est fascinant. Et en fait, c'est la question que j'aurais dû me poser dès le départ. Mais pour en arriver à cette conclusion, j'ai dû me poser cette question de peut-on lire l'hypersensibilité dans le chart natal ? Voilà. Dans une seconde partie, j'avais envie d'inviter un ami à moi qui s'appelle Romain. Et Romain, c'est l'une des personnes vers lesquelles je me suis tournée quand j'ai découvert mon hypersensibilité, parce que y a des choses qui s'expliquent pas. Il y a parfois des gens avec qui tu es plus apte à parler de certaines choses. Lui aussi m'a parlé de son hypersensibilité. Et il a un profil que je trouve intéressant parce que il a un signe solaire de feu. Il est bélier. Ce signe qui est dans l'affirmation la plus totale, qui est dans l'ego, qui est dans la confrontation, qui n'est pas le grand sensible a priori, quoique. Et il a la Lune et Mars dans le signe du Cancer, et il a également Mercure en Poisson. Et en fait, c'est un grand sensible, et c'est hyper marrant parce que c'est un sensible impitoyable, et c'est un sensible, je pense, c'est un bélier sensible, quoi. Donc le bélier, ça lui plaît pas forcément de montrer ça au monde. Et voilà, et je voulais parler des nuances de toutes ces choses-là avec lui. Donc on se retrouve dans une deuxième partie chez Romain. À très vite.